Alors je vais commencer avec Paul Citron sur cette table ronde qui porte un intitulé, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'âme des tiers-lieux ? On a parlé de pas mal de formes de tiers-lieux, mais il y a quelque chose qui existe au fond de nos interrogations, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qu'on y investit ? Et en fait, on y met toujours du temps, on y met de l'humain, on y met de l'âme. Donc la question que j'avais envie de nous poser sur cette table ronde, c'est qu'est-ce qui fait l'âme des tiers-lieux ? Paul, vous êtes directeur du développement chez Plateau Urbain, l'une des 3 structures copilotes du site. Qu'est-ce que vous appelez chez vous, chez Plateau Urbain, l'urbanisme transitoire ? Et qu'est-ce qui fait de vous un opérateur d'immobilier social ? Bonsoir. Merci de commencer par cette question qui est quand même beaucoup plus facile que celle sur l'âme des tiers-lieux. Donc, ce que chez Plateau Urbain on appelle l'urbanisme transitoire, c'est le fait d'occuper la ville, d'utiliser les ressources vacantes et disponibles pour y installer des usages rares, généreux, utiles. Et donc c'est essayer de promouvoir ces usages qui sont souvent absents de la ville ordinaire, et donc de générer là, dans des lieux qui sont a priori dépourvus de valeur d'échange, de générer de la valeur d'usage. Et donc de générer ce que d'autres appellent les communs urbains. Et donc finalement l'urbanisme transitoire est à la fois un urbanisme qui teste des programmes pour construire finalement une ville mieux adaptée par la suite, mais c'est aussi peut-être un urbanisme qui prépare la transition avec cette forme de générosité qu'on essaye d'instaurer dans l'urbanisme transitoire en générant des situations, en générant des servitudes temporaires d'espaces non marchands. Alors ce qu'on peut dire, Paul, c'est que Plateau Urbain est quasiment né ici au Grand Voisin, peut-être un tout petit peu avant ? Alors Plateau Urbain est né effectivement un peu avant les Grands Voisins, mais c'est notre premier grand projet. Et donc c'est comme ça qu'on a essayé de devenir ce que vous avez appelé un opérateur immobilier solidaire. C'est comme ça que c'est écrit sur votre site internet, hein. Voilà. Je n'ai pas inventé. Et donc du coup, alors justement, on utilise plutôt le mot solidaire que le mot social, mais je pense que heureusement les deux sont liés. Et donc pour ça, on utilise l'urbanisme transitoire comme outil pour générer des espaces dédiés à des acteurs qui n'ont pas accès à la ville ordinaire, qui n'ont pas finalement le droit à la ville. Et donc on essaie de défendre ce droit à la ville pour le tiers secteur, pour les associations, les artisans, pour les artistes, mais aussi pour des personnes précaires, pour des migrants, pour des SDF, avec d'autres. Et donc on utilise finalement en tant qu'opérateur immobilier les mêmes outils que d'autres opérateurs immobiliers, mais peut-être à des fins différentes. On questionne à travers notre action, je pense, le rapport qu'on peut entretenir collectivement à la propriété. Et donc on essaye de réfléchir à travers ça au fonctionnement peut-être un peu différent des espaces urbains, plus solidaires, plus divers et aussi, je pense, plus expérimentaux. Je pense que cette question est centrale dans la notion de tiers-lieu. Vous dites que vous utilisez les mêmes outils que les autres opérateurs immobiliers, mais ils sont tous là pour faire du profit. Vous êtes une coopérative. Qu'est-ce qui change dans votre façon d'exercer votre métier ? Je ne suis pas sûr que le statut juridique soit nécessairement fondamental. En tout cas, nous, ce qui nous plaît dans le fait d'être une coopérative, c'est de maîtriser nous-mêmes en tant que salariés, que sociétaires, notre outil de production. Ce qui nous plaît, c'est de pouvoir justement revendiquer cette appartenance à un tiers secteur, c'est-à-dire on est le secteur privé, mais on se bat pour des valeurs qui sont autres peut-être que le simple profit. Et vous êtes une coopérative en scope où les salariés sont actionnaires ou en SIC, c'est-à-dire où les parties prenantes ont toutes une voix dans les instances de décision ? Nous sommes effectivement une SIC et donc d'autres parties prenantes que les salariés, on voit au chapitre. Alors, dans Plateau Urbain. Il y a qui dans les organes de direction de Plateau Urbain aujourd'hui ? Dans les organes de gouvernance, il y a donc les salariés, il y a des opérateurs immobiliers comme Novaxia, il y a un bailleur social comme Aquitanis, il y a l'association Aurore, mais là en fait c'est une question pas très sympa parce que du coup je vais en oublier. C'est toujours comme ça, mais on vous en voudra pas. Dites-nous, Paul, pourquoi est-ce que certains tiers-lieux marchent mieux que d'autres ? Évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question parce que pour ça, il faudrait savoir qu'est-ce qui fait qu'un tiers-lieu marche.
Voilà, vous me disiez en préparant l'émission, mais ce qui fait marcher un tiers-lieu, c'est le nombre de visiteurs, c'est le chiffre d'affaires. En fait, le critère du nombre de visiteurs et de chiffre d'affaires, c'est un critère d'un centre commercial qui marche ou d'un McDonald's. Ce qui fait marcher un tiers-lieu, il pourrait y avoir d'autres critères. Il pourrait y avoir un critère écologique, des critères sociaux, des critères des collaborations entre les acteurs, des rencontres un peu inattendues qui sont générées par le tiers-lieu. Il pourrait y avoir quelles sont les expérimentations au sein d'un tiers-lieu. Peut-être qu'un tiers-lieu qui marche, c'est un tiers-lieu qui expérimente. Des idées qui naissent, des projets comme celui de Mediatico qui naissent au sein d'un tiers-lieu. Et puis après, il y a aussi des critères peut-être qui sont moins quantitatifs. Et peut-être même que c'est pas du tout des critères et qu'on doit rejeter cette notion de critères pour toujours évaluer comment ça marche, etc. Peut-être que ce qui fait qu'un tiers-lieu marche, c'est qu'il a une beauté, c'est qu'il a une poésie, c'est qu'il a une âme. Merci beaucoup, Paul. Vous voyez, vous y êtes venu tout seul à l'âme. Je le savais. Alors, on va se tourner vers Marie Floquet. Marie Floquet, vous êtes directrice de la stratégie impact social et environnemental chez Signé Eco. Signé Eco, c'est la structure qui gère pas mal de tiers-lieux, notamment la Cité Fertile à Pantin, la recyclerie à la Porte d'Orléans, et il y en a d'autres dont vous pouvez parler, bien sûr. Porte de Clignancourt. Qu'est-ce que j'ai dit à la Porte d'Orléans? Non, c'est pas la même. La Porte de Clignancourt, l'autre terminus de la ligne 4. Racontez-nous un petit peu, Signé Eco, d'où vient d'abord ce nom très bizarre? Depuis quand ça existe? Quelle est la vocation de la structure? Alors, je vais faire un petit retour en arrière qui nous amène en 1993 avec la création de Glazart, rue de Meaux dans le 19e, qui est un lieu pluridisciplinaire créé par un groupe de copains qui se sont constitués en association. Donc, c'est un projet collectif qui a donné lieu à un espèce d'endroit pour les artistes qui sont des artistes amateurs, qui ont des pratiques artistiques qu'ils veulent pouvoir montrer de temps en temps devant des publics parisiens et qui n'ont pas de lieu pour ça. Donc cette équipe se dit, tiens, on va créer un lieu dans lequel on pourra organiser des expositions, des représentations, du spectacle vivant. Et pour financer, pour payer ces artistes, on va par ailleurs mettre un bar, organiser de la boisson, de la restauration, faire des fêtes. Et ça va nous permettre de trouver un début de modèle économique. Donc ça, c'était en 93. L'équipe a ensuite investi le Divan du Monde. Et en 2008... quelques irréductibles de cette équipe-là, à savoir Stéphane Vatinel, Martin Liotte et Peggy Skudlarek, ont créé Signé Eco, qui est une SARL, qui, comme Glazart, s'inspire du vocabulaire Nadsat d'Orange Mécanique d'Anthony Burgess et signifie le cinéma par les oreilles. Voilà. Alors, comment ça marche, Signé Eco, économiquement, le modèle économique? Moi, ça me passionne chez Mediatico, parce que ça dit beaucoup de choses en réalité. Oui, alors Signé Eco crée des tiers-lieux culturels qui sont des lieux ouverts à tous et à toutes, toute la semaine, 7 jours sur 7, et dont l'activité, le cœur de métier principal est l'activité de café-restauration et de privatisation. La rentabilité de cette activité économique permet au lieu d'être ouvert à tous et de prêter, offrir l'espace dans le cadre de programmation à des organisateurs, à des associations, à des collectifs qui veulent investir les lieux. Permet d'inviter des personnes à faire des ateliers, comme à la recyclerie où on a une ferme urbaine, un atelier de réparation, comme à la Cité Fertile où on accueille des associations locales. Signé Eco est une SARL, donc entrepreneur social privé, en cours d'obtention de l'agrément ESUS. Donc pour celles et ceux qui savent un peu de quoi ils retournent, c'est ce qui nous permet d'être entreprise de l'économie environnementale, on insiste sur le petit E de environnemental, social et solidaire, c'est-à-dire d'assumer, de revendiquer notre mission d'utilité publique. Voilà. Alors Marie, moi ce qui m'intéresse de comprendre, c'est sur quoi repose l'âme de vos projets, parce que vous avez beaucoup parlé effectivement de modèle économique, voilà, faire rentrer de l'argent pour mettre les lieux à disposition, mais en réalité, ça se discute dans le milieu des tiers-lieux. On entend dire, chez Signé Eco, on vend beaucoup de bière, on fait des beaux lieux, et en réalité, c'est pas des tiers-lieux sociaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, avant de rentrer dans le dur, je vais faire juste une petite parenthèse sur les cafés français et savoir si café rime avec convivialité ou pas. L'activité café est une activité commerciale rentable, mais c'est loin d'être une activité sans âme et beaucoup déplorent la disparition des cafés dans nos villes de France. Il n'y a plus que 10 000 villes de France qui ont des cafés, 600 000 cafés dans les années 60, je crois, aujourd'hui un peu moins de 40 000. Donc
déjà le cœur de l'activité économique de Signé-Oco et sa relation à l'âme et au caractère est déjà discutable. Beaucoup de lieux culturels, quand ils veulent devenir des tiers-lieux, commencent par ouvrir une buvette ou un café. Donc ça, c'est déjà un point important à souligner. Mais c'est pas ça qui fait l'âme de nos lieux, néanmoins. Alors c'est quoi ? Ce qui fait l'âme de nos lieux, c'est la programmation. C'est le fait qu'en fait, ces lieux soient des lieux d'espace partagé, comme il a été dit ce soir, des lieux que les uns et les autres peuvent investir. Donc ce qui fait l'âme du lieu, c'est l'équipe qui le gère, mais c'est aussi les personnes qui investissent ce lieu et qui en font que finalement, s'il devient pérenne, s'il existe dans le temps, c'est qu'il remplit sa mission d'animation d'un quartier. En ce qui nous concerne, chaque projet a une mission spécifique. La recyclerie a pour vocation de sensibiliser à l'éco-responsabilité, notamment à travers la ferme urbaine et l'atelier de réparation des Amis Recycleurs. Donc on a tout un écosystème à la recyclerie avec une association de 600 adhérents qui participent à l'activité du lieu, côté ferme, côté atelier de réparation, qui vient composter ses déchets dans les en donnant leur bioseau. Et on a récupéré l'an dernier 7 millions de tonnes de déchets. C'est la programmation tout le jour, c'est la programmation le soir également, à la Cité Fertile. C'est le fait que plein d'activités cohabitent, un restaurant évidemment, mais aussi un campus des tiers-lieux, un incubateur de start-up à impact pour le côté un peu plus coworking, même si on n'a pas du tout de coworking dans nos lieux. Ce sont des lieux ouverts toute la journée dans lesquels les gens viennent travailler s'ils le souhaitent, utiliser gratuitement le Wi-Fi, mais on ne paye pas un loyer chaque mois. Et donc ce qui fait l'âme des lieux, c'est cette programmation et cet ensemble de formats différents qui se rencontrent et de personnes. Merci beaucoup Marie. Je vais me tourner vers Marine von Schoenbeck. Alors Marine, bon, vous êtes la présidente et la cofondatrice de Thanks for Nothing. Et alors vous n'êtes pas n'importe qui ici sur le site des Grands Voisins parce que c'est vous qui êtes lauréate sur le futur écoquartier Saint-Vincent-de-Paul. Donc vous êtes en train de préparer l'avenir du site des Grands Voisins, la façon dont quelque chose va se créer une fois que l'écoquartier sera construit. Quel est d'abord le but de votre association culturelle Thanks for Nothing ? Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir évidemment invités. Pour répondre à cette question, je commencerai par revenir un peu sur l'héritage des Grands Voisins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir et et c'est très sincère évidemment, avec beaucoup de brio, notamment par Nicolas, que j'admire infiniment, qui a pensé à un modèle qui est évidemment fondamental dans ce qu'on est en train de développer. Nicolas a parlé tout à l'heure avec beaucoup de justesse d'humilité et de courage dans ce qui est nécessaire de mettre en place ici. Et donc, je vais commencer par ça, l'humilité et le courage. Et j'ajouterai simplement un élément qui est important pour nous, qui est la volonté. Puisque, évidemment, il va falloir être humble, et nous le sommes, face à l'héritage des Grands Voisins, face à ce qu'on veut construire dans la continuité des Grands Voisins, et dans ce qu'on veut apporter aussi, puisque nous venons du monde de l'art contemporain. Et donc, c'est comme ça que je vais répondre à votre question. Alors, dites-nous qu'on comprenne bien d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé par le passé dans l'art contemporain ? Alors, donc nous, on est une association, on s'est créé en 2017, Thanks for Nothing, donc c'est le titre d'une œuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle John Giorno, qui est un grand poète et qui a donc créé ce poème qui parle en fait de l'ambivalence de la vie et de cette double ambivalence qu'on trouve dans le titre, qui est à la fois le remerciement et on remercie pour rien. Parce que notre point de départ, c'est celui-là, c'est la voix des artistes, c'est notre métier depuis 15 ans. On est un collectif de femmes, en l'occurrence de 5 femmes, mais qui s'étoffe d'année en année et de projet en projet. Donc notre métier, c'est l'art contemporain, le travail avec les artistes, c'est aussi notre passion. Et après avoir eu la chance d'avoir des postes importants dans le secteur public, moi j'ai commencé ma carrière au Centre Pompidou, avant j'étais aux États-Unis dans un musée d'art contemporain à Chicago. J'ai été aussi directrice adjointe de la FIAC, directrice d'une galerie. Mes associés ont navigué entre le secteur culturel, privé et public également. Et à côté de ça, on a eu un engagement social qui nous a toujours accompagnés, je dirais même un engagement politique et militant, qui concernait en fait la part plus personnelle de nos vies. Donc on y consacrait nos soirées, nos week-ends, nos vacances. Et au bout d'un moment, on s'est dit finalement, on a la chance de travailler dans le monde de l'art avec des artistes exceptionnels, avec des penseurs, des philosophes, des historiens de l'art qui abordent en fait le champ social grâce à leur travail artistique.
Et comment est-ce qu'on pouvait, en France, lier donc la création contemporaine avec l'engagement social. Et donc notre réponse a été cette plateforme qui est un pont entre l'art contemporain, la création contemporaine, les artistes d'aujourd'hui et la solidarité. Et donc nous ne sommes pas des humanitaires de terrain, c'est très clair pour nous. En revanche, on est là pour apporter un éclairage et un soutien financier, parce que ça fait partie de notre ADN aussi, à des associations avec qui on travaille. Et là, je prendrai comme exemple, effectivement, le premier projet qu'on a monté en 2017, qui était un projet qui s'appelait We Dream Under the Same Sky, donc nous rêvons tous sous le même ciel. Encore une fois, le titre d'une œuvre d'un artiste contemporain. On a monté une exposition au Palais de Tokyo, demandé à 30 artistes contemporains de nous soutenir en nous offrant des œuvres, qu'on a ensuite vendues avec la maison de vente Christie's, et ce n'est pas un détail parce que c'est une collaboration d'acteurs culturels publics et de maisons de vente, du marché. On a vendu ces œuvres, les exposées également, au profit de 5 ONG qui travaillent à l'accueil des réfugiés, et on a récolté 2 millions d'euros. Ce projet, il a été monté en 8 mois, le soir, le week-end, parce qu'on avait toutes des activités. Et finalement, cette mobilisation très puissante du monde de l'art international nous a validé notre intuition et notre envie de départ et notre volonté de départ, qui était de dire qu'en fait, on peut avoir un impact concret. Ces associations, elles sont soutenues depuis 3 ans avec des dotations de plus de 350 000 euros qui ont permis des choses très concrètes sur l'accueil des réfugiés. Je pense notamment au centre Primo Levi, à la CIMAD, mais il y en a d'autres et on pourrait en parler allègrement. Et moi, à l'issue de ce projet, j'ai quitté mon job et je me suis dit, en fait, il faut donner une impulsion à cette association, et donc je m'y dédie à plein temps depuis. Donc là, il y a cette idée de volonté dont je parlais, cette volonté de faire, qui est aussi d'ailleurs une expression portée par un artiste contemporain qui s'appelle Thomas Hirschhorn et qui fait partie de la colonne vertébrale de nos projets. Et depuis, on a fait 2 nuits blanches avec 500 000 visiteurs, on a fait 2 colloques au musée du Louvre sur la question de l'art et de l'engagement, et on accompagne le monde de l'art en mobilisant ses acteurs avec le monde de la solidarité. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est que la voix des artistes est au même niveau que la voix des associations. Sur le site des Grands Voisins, Marine, vous allez animer ce qu'on appelle la façade d'enfer, c'est-à-dire ces bâtiments qui longent l'avenue d'Enfer-Rochereau. Sur quoi repose votre programmation, votre projet ? Alors notre projet, on l'a vraiment pensé jusque-là. Donc depuis 2017, on est une structure qui fonctionne par projet. C'est-à-dire qu'on a la chance de collaborer avec des structures muséales. On pense à chaque fois à un projet très contextualisé et notre équipe passe de 3 personnes à 20 personnes en fonction des projets. Là, on va s'ancrer, et c'est tout l'enjeu de ces 4 prochaines années, on va s'ancrer dans un lieu qui a une histoire, et ça va de l'histoire de la pouponnière de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à l'histoire des Grands Voisins construite par ces acteurs, Plateau Urbain, Yes We Camp et Aurore, qu'on veut évidemment prolonger. Et notre défi, ça a été de dire ce qu'on a pensé et ce qu'on a théorisé, parce qu'évidemment, c'est ça aussi, c'est de lancer, et évidemment c'est un mot qui est revenu beaucoup, de lancer aussi des façons de se déporter, de la même façon que les artistes se déportent de l'analyse sociétale qu'ils peuvent faire, avec le poétique et le beau, qui est un mot que vous avez utilisé, évidemment, qui fait beaucoup sens pour nous. Se déporter pour essayer de construire un nouveau modèle de pensée, un nouveau modèle qui s'incarne dans des faits, et un nouveau modèle économique, puisque vous y venez beaucoup, évidemment. Et là, ce qu'on a apporté pour le projet, donc l'appel à projet de la ville de Paris, c'est de réunir, je dirais, l'ADN, en effet, de Thanks for Nothing. Donc, de pouvoir avoir dans ce bâtiment des artistes, des associations, un programme d'incubation aussi pour les entreprises de l'ESS, et vous parliez tout à l'heure de Make Sense qui va nous rejoindre. Et donc, très concrètement, je vais vous détailler en faisant peut-être une petite visite virtuelle de ce qui va se passer. Rapidement. Il y a un nouveau bâtiment qui va être construit dans lequel on aura un centre d'art de plus de 1000 m² pour faire des expositions. Au-dessus, on a souhaité accueillir Emmaüs Solidarité qui va créer un centre d'hébergement d'urgence pour des familles réfugiées. Il y aura une dizaine de familles qui vont être accueillies là. On aura aussi un nouveau centre de résidence pour les artistes de Paris, mais aussi des penseurs, des scientifiques, donc avec plus de 20 ateliers logements qui vont être créés dans les espaces actuels. Et on va accueillir, donc de façon internationale, avec un comité de sélection, des artistes internationaux qui travaillent sur la question de l'engagement social. Enfin, on a confié les espaces de l'oratoire et du restaurant au Refugee Food Festival, qui va prolonger aussi ce qui a été fait ici, avec l'insertion et l'inclusion des chefs réfugiés. Et enfin, Make Sense aura aussi ses locaux, avec un nouvel incubateur social. Et donc, c'est cette mise en commun des usages, et je rejoins ce que disait Nicolas tout à l'heure, cette mise en commun des usages qui crée aussi la réalité programmatique et du contenu qu'on veut mettre en place ici aux Grands Voisins, avec la collective, puisque c'est le titre de notre projet. Une question qui s'adresse à tous les 3. Vous pouvez répondre dans l'ordre que vous désirez. Comment est-ce qu'on fait pour préserver l'âme des tiers-lieux malgré les enjeux économiques ?
Moi, je peux y aller. Je pense que justement, c'est en permettant, c'est ce que disait Nicolas aussi tout à l'heure, en permettant le partage de la dépense en commun, en multipliant les activités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une hybridation des usages, on permet à un collectif composé de plusieurs associations, groupes, entreprises, de partager l'espace commun et donc de le partager à moindre coût et d'y opérer différentes activités. Donc l'hybridation des usages est une des manières de maintenir l'âme d'un lieu, de maintenir les rencontres, de maintenir les frictions dont tout le monde a parlé tout à l'heure. Paul ? Je pense qu'il faut arrêter de voir les enjeux économiques comme des empêcheurs de générer de l'âme. Il faut plutôt interroger la légitimité de certains enjeux économiques à rester au centre des équations, et notamment des équations des tiers-lieux, par rapport, si on la compare, à la légitimité des enjeux écologiques, sociaux, urbains, culturels, soulignés notamment par les tiers-lieux, mais pas que, mais pas seulement. Donc je pense que, voilà, déjà, quand on enlève de l'équation un enjeu économique qui est pas anodin, qui est celui de la rente foncière, qui est celui du loyer, déjà, je pense que, je dis pas que c'est une condition suffisante, mais on commence à réunir les conditions pour qu'un lieu puisse avoir une âme qui respire. Parce que sinon, si on continue dans un système où finalement on passe quand même, les tiers-lieux passent un certain nombre de leur temps à finalement payer un loyer, on en oublie et on devient incapable de générer autre chose, d'autres valeurs que la valeur économique. Et donc je pense que l'âme s'éteint lorsqu'elle est uniquement tournée vers cette valeur-là. Mais après, soit dit en passant, les enjeux économiques, il ne faut pas non plus en avoir peur. Et je pense qu'il faut aussi se réapproprier ce mot, il faut se réapproprier l'économie, parce que l'économie, c'est tout simplement ce qui permet de fonctionner, mais ce n'est pas un gros mot. Marine ? Oui, c'est une parfaite transition avec ce que je voulais aborder, parce que nous, on va devoir effectivement avancer sur un terrain qui est une nouvelle économie. On en a parlé avec Nicolas plusieurs fois, parce que nous, en fait, on va payer des loyers. Parce que nous, les grands voisins, ce ne sera... Pardon ? Bonne chance. On paye nos loyers. Merci. Parce que nous, en fait, ce lieu, effectivement, la ville de Paris l'a confié à un groupe, notamment un promoteur immobilier Cogedim, que je dois quand même mentionner parce qu'il est à la manœuvre et il nous a beaucoup suivis aussi dans toutes nos ambitions et notre volonté de faire justement. Mais effectivement, l'espace, nous sera mis en location. Donc nous, on a toute une économie à penser avec un budget de location qui est conséquent, qui est important et avec lequel on va devoir compenser. Mais vous disiez qu'il faut que la flamme s'éteint. Nous, on est en train de justement, peut-être de la façon dont Nicolas a expérimenté des modèles économiques, d'expérimenter ce modèle économique à l'épreuve de la flamme qui ne s'éteindra pas. Et là, c'est formidable parce que Thomas Hirschhorn revient. Il a monté une exposition absolument magnifique au Palais de Tokyo qui s'appelle Flamme éternelle. Et donc, c'est lui aussi qui parlait de cette volonté de faire. Donc, en fait, Thomas, c'est structurant dans notre projet. Je m'en rends compte encore une fois ici. Eh bien, cette flamme éternelle, c'est notre ambition, on va la tenir autant que possible, parce que notre lieu fonctionne aussi, il fonctionnera sur une économie d'ouverture, puisque les expositions seront gratuites, le parcours d'œuvre sera gratuit, et il s'agit de compenser ça avec une réalité et un pragmatisme qui est qu'en effet, on en parlait avant, des espaces seront mis en location comme c'est le cas chez vous, des espaces seront proposés, des soutiens, il y a une part de mécénat qui est très importante aussi chez nous, et tout ça au profit finalement d'un équilibre entre une réalité économique concrète et en même temps une utopie qui nous réunit, je pense ici, et à laquelle il faut absolument s'attacher, la poésie et le beau, bien sûr aussi. Merci beaucoup Marine, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Vous pouvez applaudir Marine von Schoenbeck, Marie Floquet et Paul Citron. Merci à tous les trois pour vos interventions.